Salute a tutti, bonjour à tous. Nous allons aborder de ce pas le thème numéro 1 sur la Constitution, car je m'adresse à vous, personnes engagées, soit juristes scientifiques, soit politiciens, futurs politiciens, personnes qui veulent s'engager. Il vous faut dans ce cas des solides bases concernant la 5e République en France et notre Constitution. Car, comme j'aime à le dire, le droit est à la politique ce que la main est au geste. Donc commençons tout de suite. Le droit constitutionnel est un droit politique, comme je vous le disais. C'est la branche fondamentale du droit public. Alors, comme vous le savez, je suis une ex-étudiante en droit public. C'était ma spécialité en master. Ce droit réglemente du coup l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques de l'État français et régit les relations entre les gouvernés et les gouvernants. Alors ces règles figurent dans un texte, vous comprendrez du coup quel est ce texte, la Constitution. Avant d'en parler, donc comme je vous le disais, ce droit est politique. D'ailleurs, cette discipline juridique, qui est pourtant juridique, s'appelait le droit politique au XIXe siècle. C'est vraiment déjà quand Giuseppe Compagnoni a écrit le premier précis de droit constitutionnel en 1797 qu'on a parlé de droit constitutionnel. Mais c'est surtout en 1834 avec Pellegrino Rossi, qui est le premier titulaire de la première chaire de droit constitutionnel en France, qu'on peut parler de droit constitutionnel. Le droit constitutionnel est très important car il garantit l'état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit? Un état de droit, pour que vous compreniez tous, c'est un état où justement l'état lui-même est soumis au droit, où les pouvoirs sont limités. C'est l'inverse d'une dictature. Un état de droit. La France est un état de droit. Même si parfois on peut en douter. Donc, qui garantit ce fameux droit constitutionnel? On a déjà le président de la République en France. On a également le Conseil constitutionnel. C'est pareil, je vous expliquerai les bases, les fondamentaux, à savoir concernant le Conseil constitutionnel, pour vous, les personnes qui veulent s'engager, ce que vous devez savoir en priorité. Il faut que vous sachiez que du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, le droit constitutionnel et donc la Constitution, et là nous parlons de la France, donc le droit constitue et la Constitution française sont porteurs d'une idéologie et des valeurs de la France, des valeurs de l'État dont elle émane. Ça, c'est important à savoir pour nos combats. C'est pourquoi le droit constitue et la Constitution sont différents selon chaque pays. On peut dire que la Constitution est la notice d'un pays. C'est du coup un fruit, l'héritage plutôt d'une histoire et d'une culture propre. Ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi il y a certaines idéologies, pourquoi il y a certains dogmes, pourquoi il y a certaines frictions, notamment concernant la Corse. Car pour ceux qui veulent s'engager pour notre Corse, pour notre chère Corse, comme j'aime l'appeler, il nous faudra passer par là. Pas que. Résumer l'autonomie de la Corse à un article dans la Constitution, c'est ne pas comprendre ce dont la Corse a besoin. Mais il faudra notamment passer par là. Et qui dit passer par là, qui dit comprendre ce qu'est une constitution, comprendre ce qu'est le droit constitutionnel, du moins les bases, et comprendre comment fonctionne notre État français. Certes, nous pouvons commencer par des lois, et c'est déjà une grande avancée. Mais ce qu'une loi construit, une autre loi peut le déconstruire. C'est pourquoi il existe la Constitution, qui est la norme suprême de l'État. Ça aussi, je vais vous l'expliquer avec la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Imaginez une pyramide avec différentes normes,
Donc vous avez les règlements en bas, les lois au-dessus et la Constitution qui est la norme suprême. Je schématise, je vous expliquerai ensuite. La norme suprême, c'est-à-dire que toutes les normes qui sont en dessous, donc la loi et les règlements, doivent respecter la Constitution. C'est pourquoi un article dans la Constitution est protégé. Car pour réviser une Constitution, là, c'est plus compliqué. Et ça aussi, nous allons voir la révision de la Constitution, quand et comment cela est possible. Alors que réviser une loi, comme je vous l'ai dit, ce qu'une loi construit, une autre loi peut le déconstruire. Vous comprenez maintenant l'importance de ce sujet. Nous allons donc en parler dans ce podcast. Je vais expliquer chaque terme juridique, car le but c'est que ces capsules soient accessibles à tous et pas seulement aux juristes. C'est vraiment une playlist ouverte à tous, juristes, non juristes, surtout pour les personnes engagées et celles qui sont engagées au niveau décentralisé, au niveau régional et notamment pour mes frères et sœurs corses. C'est parti pour ce podcast. Allez, forza à tous. Après ce podcast, vous saurez tous ce qu'est la Constitution française, les fondamentaux à savoir. Et je vais rendre tous les termes juridiques accessibles pour que ce soit accessible aux étudiants, mais également aux non-étudiants en droit, et notamment aux personnes qui s'engagent. Alors, on attaque tout de suite. La Constitution. Alors, le but de la Constitution, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est de déterminer la forme de l'État, d'organiser les institutions et de déterminer les règles de production des normes. Donc, la Constitution, c'est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. C'est pourquoi, lorsqu'on crée un État, on crée une Constitution. À ne pas oublier que la Constitution consacre également les droits et libertés fondamentaux et elle va définir les modalités de protection de ces fameux droits et libertés fondamentaux. Alors en France on l'appelle la Constitution, mais par exemple en Allemagne elle s'appelle la loi fondamentale. Dans tous les cas c'est la norme suprême de l'État. Là je cite Hans Kelsen, c'est la norme suprême de l'État. Elle est tout en haut de la hiérarchie des normes. Et donc ce texte qui est la base d'un État, qui donne naissance à un État, peut être soit écrit, soit coutumier. En effet, on différencie les constitutions écrites, comme c'est le cas en France, des constitutions coutumières, comme c'est le cas au Royaume-Uni, c'est-à-dire une constitution non écrite. Petite info historique, car si vous avez des infos historiques, vous serez plus fort dans vos arguments. La première constitution écrite est celle de Virginie, en Amérique du Nord, de 1776. Donc vous l'aurez compris, la Constitution, c'est le texte juridique le plus élevé dans chaque pays. Ensuite, nous distinguons les constitutions dites souples des constitutions dites rigides. De quoi parle-t-on ici? On parle de la possibilité de réviser la Constitution. Et nous, ça va nous intéresser. Comment on révise la Constitution? Et dans une constitution dite souple, la révision se fait par les mêmes organes et les mêmes procédures que pour les lois ordinaires. Tandis que dans une constitution rigide, la révision se fait par un organe distinct, donc un organe différent, ou une procédure distincte, donc différente, de celle utilisée pour les lois ordinaires. En France, je vais tout de suite répondre à votre question, nous sommes dans une constitution dite rigide. A contrario, au Maroc, il y a une constitution dite souple. Donc cela veut dire qu'au Maroc, s'ils veulent réviser la constitution, ils vont passer par la même procédure et par les mêmes organes que pour les lois. Tandis que nous, en France, c'est plus compliqué de réviser la constitution, c'est plus rigide, donc d'un côté, ça protège davantage notre constitution, car elle sera révisée par un organe distinct et une procédure distincte de celle des lois. Et je ferai un podcast entier sur comment nous pouvons réviser la Constitution, car ça va grandement nous intéresser. Car nous le verrons, du coup, il faut réunir le Parlement en congrès à Versailles et voter au 3/5. Donc la procédure est assez contraignante. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord apprendre les bases. Enfin, les derniers termes, les derniers mots juridiques à savoir concernant justement le pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir
de créer des articles dans la Constitution, on distingue le pouvoir constituant originaire du pouvoir constituant dérivé. Attention, c'est super simple, hein. Le pouvoir constituant originaire, c'est celui qui va créer la Constitution, qui va l'élaborer. Quant au pouvoir constituant dérivé, c'est celui qui va réviser une Constitution. Donc celui qui va nous intéresser ensuite lorsque nous parlerons et apprendrons comment se passe une révision de la Constitution. Donc, pouvoir constituant originaire d'un côté, donc ceux qui ont créé la Constitution, et pouvoir constituant dérivé, ceux qui révisent la Constitution. Là aussi, c'est des mots à savoir, que vous soyez juriste ou dans la politique. Alors parlons maintenant de la Constitution française, celle qui nous intéresse et qui a été promulguée en France le 4 octobre 1958. Il est obligatoire de connaître cette date. Suite à quoi? Suite à la 4e République et ses nombreux dysfonctionnements liés à la guerre d'Algérie et à un parlement trop fort, nous le verrons ensuite. Donc nous sommes actuellement sous la 5e République. C'est également très important à savoir. Donc, qui dit que nous sommes sous la 5e République dit qu'il y a eu, du coup, jusqu'à présent, déjà 5 républiques en France. Un juriste, un politique, une personne engagée qui connaît au moins ces bases-là de l'histoire sera plus fort. Donc, je vous fais un résumé, un condensé de toutes mes recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé avec la Révolution française de 1789. C'est là où nous avons installé la première République. Je vous encourage à aller voir le discours de Sieyès à l'Assemblée nationale constituante du 7 septembre 1789 et surtout à connaître le fameux serment du jeu de paume du 20 juin 1789. Pourquoi? Parce que c'est l'acte fondateur de la démocratie française. Si nous voulons connaître notre actuelle République, il faut connaître ce fameux acte fondateur de la démocratie française. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le serment du jeu de paume du 20 juin 1789? À cette époque, c'est Louis XVI qui est le roi en France. Louis XVI convoque les États généraux. Vous vous rappelez, hein, clergé, noblesse, tiers-État. Les députés du tiers-État refusent à ce moment-là de se soumettre au pouvoir royal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont du coup s'allier avec quelques députés du clergé et de la noblesse et ils vont se constituer solennellement en Assemblée nationale le 17 juin 1789. Alors Louis XVI tente de s'opposer à cette assemblée en faisant fermer la salle des menus plaisirs à Versailles. C'est là où cette assemblée se réunissait. Du coup, les députés se rendent dans une autre salle qui est assez proche, en l'occurrence une salle de sport où l'on pratiquait le fameux jeu de paume, qui est l'ancêtre du tennis, et ils vont, dans cette salle du jeu de paume, prêter le fameux serment qu'on appelle du coup le serment du jeu de paume. Je cite le serment. « Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les circonstances l'exigerait, jusqu'à ce que la constitution de royaume fût établie et affermie par des fondements solides. » Fin de citation. Là, je vous résume l'histoire, je vous donne les clés, les fondamentaux que vous devez savoir, que ce soit dans un discours, que ce soit sur un plateau télé. Si vous n'avez pas ces bases-là, vous ne pourrez pas être pris au sérieux. Donc, commence la Première République avec la Révolution 1789-1804. Elle sera assez courte comme vous pouvez le voir. La Deuxième République, pour aller plus rapidement, ce sera en 1848. La Troisième République en 1870. C'est la plus longue, de 1870 à 1940. Ensuite, nous aurons la Quatrième République de 1946 à 1958, 12 ans. Et enfin, la Cinquième République de 1958 à nos jours et plus, nous ne savons pas encore quelle sera sa durée. Pour l'instant, elle a 65 ans. Par contre, la constitution de la Cinquième République est aujourd'hui la plus longue.
Car sous la Troisième République, certes, ce fut une république qui a duré 70 ans, mais il y a eu plusieurs constitutions. Alors que sous la Cinquième République, nous avons toujours la même constitution depuis 1958. Donc à ce jour, c'est la plus longue. La plus longue en France, j'entends. Par exemple, aux États-Unis, ils n'ont jamais changé de constitution. Ils l'ont modifiée et révisée plusieurs fois, mais ils n'ont jamais changé de constitution. Enfin, autres fondamentaux historiques à connaître pour comprendre la venue de notre 5e République et la venue de notre constitution actuelle en 58, il faut comprendre ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. En 1940, en juin 1940, nous avons une défaite face aux Allemands et se met en place le régime de Vichy qui met fin à la Troisième République. À ce moment-là, le parti communiste à l'Assemblée constituante est majoritaire et il veut revenir à un système avec une chambre élue au suffrage universel direct en contrôlant l'exécutif. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, comme vous l'aurez sûrement compris, il y a une méfiance suite aux dictatures qu'il y a à peu près de partout, que ce soit en Allemagne avec Hitler, mais également Mussolini ou en URSS. De l'autre côté, on a De Gaulle qui, lui, est hostile à ce système. Je vous renvoie à son discours de Bayeux de 1946, de juin 1946. Et lui, il est pour un bicamérisme, c'est-à-dire 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il est pour un exécutif fort. Lorsqu'on dit un exécutif fort, donc c'est de forts pouvoirs donnés à l'exécutif, donc au président de la République et au Premier ministre. Et le 2 juin 1946 se met en place la 4e République qui mixe un peu tout ça et qui est davantage un régime d'assemblée. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui a davantage de pouvoir. Encore une fois, le Parlement, pour que vous compreniez bien, c'est l'Assemblée nationale avec les députés et le Sénat avec les sénateurs. À ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui a davantage de pouvoir, donc les députés, davantage que la chambre dite haute, c'est-à-dire les sénateurs, qui ont en l'occurrence moins de pouvoir. Et ce régime d'assemblée va créer une instabilité ministérielle et on arrive du coup aux prémices de la 5e République. Alors également, là je vais à l'essentiel des notions que vous devez absolument savoir si vous voulez vous engager dans quoi que ce soit. Le 13 mai 1958, Pierre Fimelin devient le nouveau chef du gouvernement. Le même jour, nous avons une insurrection à Alger. Le 15 mars 1958, soit 2 jours plus tard, les insurgés font appel au général de Gaulle alors qu'il n'est plus au pouvoir. Donc vous comprendrez que ça froisse légèrement le gouvernement en place qui démissionne le 28 mai 1958. Le lendemain, le 29 mai 1958, le président de la République, alors René Coty, fait appel à, je cite, « au plus illustre des Français ». Il parle de Gaulle. Le 1er juin 1958, donc vous voyez, ça va vite, les députés votent favorablement pour l'investiture du général de Gaulle au poste de président du Conseil. Et 2 jours plus tard, le 3 juin, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs pour de Gaulle et une loi constitutionnelle pour qu'il puisse élaborer une nouvelle constitution. On va y arriver à notre chère constitution française qui est en place aujourd'hui. Donc pour créer cette constitution que nous avons toujours à l'heure où je vous parle, il y a un avant-projet de constitution où Michel Debré transcrit fidèlement les idées constitutionnelles du général de Gaulle, qu'il avait lui-même formulées dans son fameux discours de Bayeux dont je vous ai parlé, que je vous encourage à aller voir. Et on essaie de composer du coup entre les idées de Gaulle et les idées de Fimelin et de Guy Mollet, qui eux sont plus pour un parlement fort, alors que de Gaulle est plus pour un exécutif fort. Donc l'avant-projet est fait et le 29 juillet 1958, l'avant-projet est consulté par qui ? Par le comité consultatif constitutionnel. Ensuite, examen du texte par le Conseil d'État entre le 21 et 28 août 1958. Et enfin, l'adoption en Conseil des ministres le 3 septembre 1958. Je vous encourage à faire une chronologie pour pouvoir bien connaître ces dates, il n'y en a pas beaucoup.
Enfin, il y a une ratification populaire quand? Le 28 septembre 1958. Et comment? Attention, par le référendum. Référendum où le oui va l'emporter à 95% dans la métropole. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se reproduire aujourd'hui? Je vous laisse méditer à ce sujet. Et enfin, notre chère Constitution est promulguée le 4 octobre 1958 par René Coty. Et qu'est-ce qu'elle met en place comme régime? Parce que par exemple, en Angleterre, c'est un régime parlementaire. En Allemagne, c'est un régime parlementaire. Aux États-Unis, c'est un régime présidentiel. En France, qu'avons-nous comme régime? C'est vraiment une question qu'on peut vous poser les étudiants en partiel. C'est également une question qu'on peut vous poser toute personne engagée politiquement sur des plateaux télé, parce que c'est une question un peu piège. Quel est le régime de la Ve République que met en place cette Constitution? Alors je vais vous répondre, mais avant, le régime parlementaire, c'est quoi? C'est un régime de collaboration des pouvoirs entre le corps législatif, c'est-à-dire, encore une fois, je vous répète pour que vous compreniez bien, c'est le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat en France. Et le corps exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Donc on a une collaboration souple des pouvoirs. Et dans ce régime, le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, n'est pas élu directement. Il doit son pouvoir acquis au soutien des députés du Parlement élus lors des élections législatives. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Allemagne, et c'est le Premier ministre qui a les grands pouvoirs. Le président a seulement une fonction symbolique. Par exemple, en Allemagne, c'est le chancelier qui a les pouvoirs et non le président. A contrario, le régime présidentiel, c'est le cas aux États-Unis. Là, c'est une séparation stricte des pouvoirs et c'est le président qui a des pouvoirs forts. Alors, pour répondre à votre question, la Ve République échappe aux typologies classiques des régimes politiques. Pourquoi? Parce que elle apparaît comme un régime hybride, présentant à la fois des caractéristiques propres au régime présidentiel et propres au régime parlementaire. Ce pourquoi, à l'université, on nous parle de régime parlementaire présidentialisé. Certains professeurs préfèrent dire qu'on a un régime parlementaire rationalisé. Ce que vous devez retenir, c'est que en France, actuellement, avec notre Ve République et la Constitution de 1958, nous avons un régime parlementaire, mais présidentialisé. Pourquoi? Car le président, l'exécutif, est fort. C'était en effet une volonté du général de Gaulle de rationaliser les pouvoirs du Parlement. Rationaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de restreindre, de limiter les pouvoirs du Parlement. De Gaulle se méfiait des régimes d'assemblée, se méfiait de lorsqu'on donne trop de pouvoir justement au Parlement. Donc son but avec cette constitution, c'était vraiment de donner le moins de pouvoir possible, en tout cas de limiter les pouvoirs du Parlement et donc, je le répète, de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Donc voilà les bases à savoir sur l'histoire du droit constitue français et sur la Constitution française. Que vous soyez juriste, politique, engagé, il faut vraiment que vous ayez ces fondamentaux et ces bases solides. Enfin, terminons par le contenu. Qu'est-ce que la Constitution française? Parce que oui, là aussi, ça peut être un piège. La Constitution française, ce n'est pas seulement le texte de la Constitution. C'est pourquoi on parle de bloc de constitutionnalité. Alors attention, c'est super simple. On utilise les mots bloc de constitutionnalité pour dire qu'il y a plusieurs textes qui font partie de la Constitution et pas seulement la Constitution de la République française. Je m'explique. À la différence des constitutions de nos voisins européens, la Constitution française désigne non pas un seul texte, soit la Constitution du 4 octobre 1958, mais un ensemble de textes qui a été qualifié de bloc de constitutionnalité par la doctrine. Alors là aussi, je vous explique tous les termes pour que ce soit accessible à tous. La doctrine, ça veut simplement dire l'ensemble des avis et des opinions sur le droit, sur un sujet de droit, exprimés par des juristes, donc des professeurs, des universitaires. En gros, la doctrine, ce sont tous les travaux contenant les opinions exprimées par des juristes dans le sens des personnes qui étudient le droit. C'est
le produit de leur réflexion qui porte soit sur une règle de droit, soit sur une institution, soit sur une situation. Et en général, ils ne sont pas d'accord entre eux. Par exemple, si vous lisez un article sur est-ce qu'il est pertinent de rationaliser le Parlement sous la Ve République, c'est de la doctrine. Donc, lorsque je vous dis que le terme bloc de constitutionnalité vient de la doctrine, ce sont donc les professeurs de droit, les universitaires qui ont appelé ces différents textes que compose la Constitution française bloc de constitutionnalité. Mais vous pouvez l'appeler autrement. Vous pouvez dire tous les textes qui constituent la Constitution française. Voilà. Mais après, c'est plus simple de se dire que c'est un bloc de constitutionnalité. Et donc, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est le contenu. Alors, dans le contenu, donc, on a, comme je vous l'ai dit, la Constitution du 4 octobre 1958, mais pas que. Pourquoi ? Parce que nous avons également le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui a valeur constitutionnelle. Or, ce préambule renvoie à d'autres textes. Donc, si le préambule de la Constitution a valeur constitutionnelle, alors les textes auxquels il renvoie ont également valeur constitutionnelle. Vous comprenez ? Donc, la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que dans le préambule de la Constitution, on en parle. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 a également valeur constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que le préambule de la Constitution en parle. Et enfin, la Charte de l'environnement de 2004 a également valeur constitutionnelle, car le préambule de notre chère Constitution y fait référence. Et donc toutes ces normes, tous ces textes-là qui constituent ce fameux bloc de constitutionnalité ont tous la même valeur juridique. Qui est quoi ? Qui est la valeur constitutionnelle. Et donc elles se situent toutes au sommet de l'ordre juridique interne, de l'ordre juridique français. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre ces normes parce qu'elles ont toutes valeur constitutionnelle. Donc je vous ai dit le préambule de 1946, la DDHC de 1789, la Charte de l'environnement de 2004, mais il y a également dans ce bloc les PFRLR, c'est-à-dire les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui ont depuis une célèbre décision du Conseil constitutionnel de 1971 valeur constitutionnelle. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé de leur donner cette valeur constitutionnelle. Donc, ils font partie maintenant de ce bloc de constitutionnalité. Et enfin, on a les principes à valeur constitutionnelle, les PVC. Donc, si je résume, la Constitution française, c'est un bloc qu'on peut appeler un bloc de constitutionnalité qui contient différents textes, qui contient certes la Constitution du 4 octobre 1958, mais également son préambule qui renvoie au préambule de 1946, qui fait donc partie des textes à valeur constitutionnelle, à la DDHC de 1789, la Charte de l'environnement de 2004, les PFRLR, principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, par exemple la liberté d'association, la liberté d'enseignement, etc. Il y en a 11. Et les principes à valeur constitutionnelle. Voilà de quoi est composée notre Constitution française actuellement à l'heure où je vous parle. Alors là aussi, c'est des notions à connaître. Juristes, politiques, personnes engagées, vous ne pouvez pas même pas connaître ces bases-là. Et là, j'ai vraiment fait un travail de recherche où j'ai fait ensuite une synthèse. Donc, je vous transmets uniquement ce qu'il faut vraiment savoir. Donc voilà pour les fondamentaux sur notre chère Constitution de la Ve République qui, je vous le rappelle, a battu le record de durée d'application donc d'une Constitution en France. En effet, elle a 65 ans, et oui, c'est vieux. Nous verrons dans d'autres vidéos la hiérarchie des normes, le Conseil constitutionnel, le pouvoir législatif et exécutif, et surtout, nous verrons comment cela se passe pour réviser la Constitution.
Avant d'avoir un combat, je vous le répète, il faut des bases solides sur la République de votre pays et sur sa constitution. Je me fais donc votre serviteur en faisant des recherches en droit constit et en faisant une synthèse des fondamentaux pour vous transmettre seulement ce que vous devez absolument savoir. Après, à vous de faire le taf. Du coup, j'ai envie de finir sur le fameux serment du jeu de paume que je vous ai déjà cité. Nous jurons, écoutez-moi, nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeraient jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie et affermie par des fondements solides. Ce serment devrait parler à mes frères et sœurs corses qui se battent pour l'autonomie de la Corse. Beaucoup de nos confrères font remonter les prémices de l'autonomie corse aux événements d'Aléria de 1975. Pour ma part, je les ferai remonter à la Première Guerre mondiale, ou plutôt aux années 1920, avec la création du journal Amura, avec le parti politique donc de 1923, Partito Corso d'Azione, qui ensuite s'est appelé Partito Corso Autonomista. Même en 1973, le fameux appel de Castellare est le premier manifeste de l'après-guerre pour l'autonomie interne, et c'était en janvier 1973. Alors bien sûr, n'oublions pas ce qu'on appelle les événements d'Aléria du 21 et 22 août 1975, avec à leur tête Edmond Simeoni. Mais pour moi, c'est vraiment réducteur lorsque j'entends sur les plateaux télé à chaque fois parler de ces fameux événements ou des différents statuts de décentralisation. Ça va plus loin et on ira plus loin pour comprendre cette volonté d'autonomie de la Corse qui date, selon moi, de bien avant ces événements de 1975. Forza à tous, bonne révision pour les étudiants, que vous soyez corse ou non. Et je vous reviens avec un autre podcast en droit constitutionnel. Bon travail.